am Namen von Organisationen Liederwellerland Lieder beschwest. Am Namen die viel einzugreifen an ich herzlich zu begrüßen. Ich bin überzeugt, dass man Vater begegnen, man in Summe verbringen an die Schritt kennen, sind das schon mal für der Kenntnis von den anderen. Bon, ich war da mal vorher wissen, dass wir hatten ein paar Workshops, hat man schon Thematik gereiht das Sujet von der Visiten, das hat man dann abordiert, dann mit absoluter Meinung, dass du dann muss weiß an der Region München geschehen. Ich will mal gucken, was die anderen machen, aber man kann eventuell da kopieren. Schiffen, die man noch kennen für diese Saison, was den Patrimoine historique überlegt, das mitigiert. Sonst sind dafür die besser geschaffen, sind da auch installiert sind. Du hast nach Spielraum dran, für effektive Schlottgegenden, aber noch besser können es vermarkten. Alors aujourd'hui, on va vous présenter différents projets de valorisation du patrimoine à des fins touristiques. On a choisi de vous présenter deux projets publics à Azincourt et à Bourg, et puis deux projets privés. Ce matin, pour commencer, à la commanderie du Bois Saint-Jean à Ouamin, et puis en fin de journée à Frévent, le château de Cercamp. Donc on a délibérément choisi de vous présenter des projets publics et privés pour justement pouvoir un peu comparer les problématiques de développement touristique et de valorisation du patrimoine que peuvent rencontrer les acteurs, les propriétaires et les gestionnaires de sites. Donc j'espère que cette visite sera riche d'enseignements pour tout le monde. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite donc la bienvenue sur le territoire des Sept Vallées. En tant que président du GAL, je dois donc accomplir ma mission, c'est-à-dire vous accueillir ce matin chez monsieur et madame de Montigny, qui nous font la gentillesse de montrer leur propriété qui est en pleine rénovation, restauration, un travail de titan, j'allais dire, un travail colossal, et on se réjouit, nous, en tant qu'élus, que des privés puissent avoir de telles initiatives pour améliorer notre carte de visite du territoire et améliorer notre patrimoine. De pouvoir vous présenter notre projet familial. Vous l'avez compris, il y a mes parents et ma sœur qui sont là, dans l'objectif de préserver le lieu qui est, vous allez le voir, sous plusieurs aspects, préservé déjà depuis très longtemps. Donc pour nous, c'est d'abord avant tout un lieu, une famille et un projet. Voilà, donc je vais d'abord vous le situer géographiquement pour que vous puissiez comprendre où nous nous situons. Papa vous présentera une petite partie d'histoire de façon à voir dans le temps quel a été le déroulé du domaine. Ensuite, maman vous parlera un peu de la restauration du bâti sous différentes formes. Et Diane et moi, on vous représentera ensuite le projet de valorisation du site avec l'objectif de l'ouverture au public. Alors tous les éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a cet instant, et dont je parle dans mon discours sur l'histoire, sont appuyés sur des documents que nous avons retrouvés aux Archives nationales, qui sont des documents authentiques que nous avons, qui sont aux Archives nationales à Paris, et on a eu la chance de retrouver il y a 2-3 ans. Donc, en 1182, c'est une dot, le lieu a été donné par Philippe d'Alsace, qui était comte de Flandre, aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à une seule condition, d'y construire une commanderie, et je vais vous dire ce que c'est, mais construire une commanderie, et surtout une chapelle ou une église, pour y accueillir le chapitre annuel, c'est-à-dire la réunion annuelle de tous les hospitaliers des 5 diocèses qui sont autour de ce point, mais qui vont, donc ça va jusqu'à Cambrai et le sud de la Belgique, et pour aller jusqu'à Noyon, parce qu'on n'était pas dans les mêmes découpages à ce moment-là, administratifs qu'aujourd'hui. Pour le patrimoine et autres, qui ne connaissaient pas le lieu du tout, nous ont proposé, grâce aux travaux énormes que mon épouse a fait de recherche historique et des éléments historiques qu'on a retrouvés, ça a été inscrit en tant que monument historique. Tout l'ensemble du site, pour son histoire et pour
ces bâtiments qu'il y a autour, a été inscrit comme monument historique. Et donc c'est à cette date-là qu'on a commencé la restauration qui ne concerne jusqu'à ce jour que l'extérieur. C'est une photo des années 50. On voit quand même la vétusté de la maison, une baie dans le soubassement, une porte centrale murée sans perron d'entrée. Effectivement, cette maison n'a pas été terminée, elle a été construite fin 18e, début 19e, vendue à ce moment-là, non terminée par les Delay. Et mon ancêtre l'a achetée en 1856, mais c'est resté toujours avec des fermiers sur place et les travaux n'ont pas été continués. Donc c'est nous qui avons eu la lourde charge de reprendre ces travaux et de se retransposer à l'époque comment ils auraient pu le faire. Donc là c'est la façade derrière, c'est la même chose que devant, si ce n'est que derrière vous êtes de plein pied et que devant vous avez les soubassements à cause des caves. Donc vétusté extérieure. Dans le prolongement au-delà de la cour, après la maison, vous avez cette partie où nous sommes, qui est une partie de l'ancienne commanderie 17e, et prolongée par toutes les écuries. Vous apercevez une cour très boueuse. Voilà. Après, il y a la grange charretière, avec ses baies ouvertes pour rentrer probablement le foin, et devant le pigeonnier, dont la porte est un peu plus rosée, mais vous n'avez peut-être pas fait attention en arrivant. Voilà. Et alors là, une carte postale tout à fait charmante, qui date de 1900, devant les bergeries, ce petit berger, avec ses moutons, le purin qui coule devant. Je pense que Bois-Saint-Jean, qui était sûrement très charmant, très joli, mais était quand même dans une situation d'entretien très vétuste. Voilà. Tout public suivant le calendrier de juillet à septembre, donc par le biais des visites guidées. Pour le bâti, ça sera la même chose, mais avec la présence des ateliers qui seront plus orientés sur la partie groupe scolaire, avec les réservations d'abri. On a un environnement préservé. Le site est aussi un grand potentiel d'accueil, c'est-à-dire qu'on y consacre une grande place. Un élargissement progressif de l'offre, comme vous l'avez compris auparavant, c'est-à-dire que progressivement nous allons permettre d'ouvrir différentes possibilités d'accueil. Une complémentarité avec les acteurs touristiques locaux comme Azincourt, Fressin, Bourg, les Vieilles-Hélins et d'autres qui sont nombreux autour de nous. Et une valorisation dans la dynamique touristique régionale, qui est très importante. Voilà. Voilà notre projet. On va être accueilli par le directeur du centre historique qui va nous présenter à la fois l'historique de la bataille et également nous parler de son projet de renouveler la scénographie du musée, puisque le musée existe depuis 10 ans et aujourd'hui avec les nouvelles technologies il semble nécessaire de renouveler la manière de valoriser cette histoire et pour toujours essayer de développer la fréquentation touristique. Un laboratoire donc, qui se consacre à la recherche sur l'armement et sur la guerre, donc à partir du XIIe jusqu'au XVe siècle. Alors vous êtes ici à Azincourt qui fut au XVe siècle et pendant la guerre de 100 ans le théâtre d'une terrible bataille, donc, qui a opposé une armée anglaise qui était commandée par le roi d'Angleterre Henri V à une armée française qui était commandée par le connétable Charles d'Albret, par le maréchal Boucicaut. Alors, nous sommes ici en pleine campagne artésienne. Vous me direz, pour que venaient faire les Anglais ici? On peut supposer tout de même que les Anglais, normalement, devraient plutôt longer les côtes. Eh bien, ils se sont retrouvés ici, à Azincourt, un peu par accident. En fait, il faut remonter un petit peu dans le temps, il faut remonter en août 1415. En août 1415, exactement le 15 août, le roi d'Angleterre débarque à Harfleur, en Normandie, pour assiéger cette ville qui commande l'estuaire de la Seine. En gros, s'il parvient à prendre cette forteresse, il pourra remonter tranquillement jusque Paris, qui est déjà à l'époque le cœur du royaume de France. Le siège va durer un mois de combats farouches. La ville est complètement encerclée par les Anglais, et son capitaine, Raoul Gaucourt, qui deviendra quelques années plus tard
un des proches de la célèbre Jeanne d'Arc, eh bien, décide de rendre la ville. Donc, on nous a envoyé donc, l'AMIAD, la mission d'ingénierie et d'accompagnement départemental, avec laquelle nous avons pu mettre en place une méthodologie qui nous a permis, dans un premier temps, de faire un bilan de l'existant et de définir une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été donc, eh bien, entièrement bouclée, c'est-à-dire qu'on a vraiment bien défini les missions que nous souhaitions voir réalisées par l'architecte. Et ensuite, eh bien, nous avons consulté eh bien, le comité leader, donc David, qui est venu à de nombreuses reprises, qui a dit oui, votre l'étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage rentre dans les créneaux donc, du programme leader. La région s'est tout de suite positionnée favorablement, ce qui fait qu'avec rien que grâce à la région et à leader, nous sommes arrivés aux 80% de subventions requis. Nous avons lancé donc cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Un cabinet parisien, donc MAF Architectural Workshop, a été retenu. Donc cet architecte a été pendant 5 ans l'architecte du Louvre. C'est lui qui a refait les archives nationales. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est à la pointe de la connaissance en architecture, et en particulier l'architecture de public et l'architecture scénographique, qui n'est pas du tout la même qu'une architecture classique. Donc après l'appel d'offres, après avoir pris monsieur Maffre, eh bien, le projet a suivi son cours. Moi, j'ai dû rédiger des ébauches de ce qu'on appelle le PSC, projet scientifique et culturel. En tout cas, la première partie consacrée au bilan de l'existant et aux problèmes rencontrés lors de l'exploitation et aux problèmes rencontrés d'un point de vue scientifique. Après avoir rédigé cette première partie, il nous a fallu attendre donc, eh bien, le démarrage de l'étude où eh bien, là, un ingénieur thermicien, M. Maff, sont venus à plusieurs reprises, ont constaté les problèmes, ont apporté des solutions. Ils ont ensuite rédigé un bilan de cette étude qui nous a été rendu, c'était le mois dernier. Ouais, le mois dernier. Et à partir maintenant de ce bilan, je peux rédiger la deuxième partie du PSC, Programme scientifique et culturel, où là, en fait, on peut présenter quels sont les scénarios qui sont imaginés pour corriger, en fait, les problèmes actuels. Par exemple, vous voyez l'accueil qui est au bout est très mal situé. Normalement, il devrait être ici au centre, qui permet d'avoir un peu plus de surveillance. Donc, eh bien, tout est prévu pour répondre, en fait, à un maximum, au maximum des problèmes qui sont rencontrés ici, tout en ayant toujours un minimum de personnel. 3 ateliers qui se définissent comme des ateliers généraux, et dans leur esprit, des artisans devaient venir bénévolement, par exemple, coudre des chaussures médiévales pour montrer leur savoir-faire. Alors, il y avait une caméra au-dessous de chaque atelier qui filmait le geste, qui le rediffusait en direct sur une télé qui était au-dessus des portes, et qui en Voilà, alors comme on est toujours un peu basé sur l'histoire, Christophe, j'ai regardé, on a eu des luxembourgeois qui se sont fait remarquer à l'époque du Moyen-Âge, à la bataille de Crécy, et puis celui qui nous a livré Jeanne d'Arc aux Anglais, alors c'était Jean II, lui, je crois. Et celui qui était à Crécy, c'était Jean, le roi de Bohême. Il était côté Bourguignon, côté... Crécy, et ici sur l'épopée de Jeanne d'Arc, il était côté Bourguignon. Bon appétit et puis bonne continuation de visite après-midi. Merci. Je m'adresse surtout à la famille de Montigny. Au nom de tous, la délégation luxembourgeoise, je tiens à vous remercier, et tous ceux qui nous ont accueillis ici, si gentiment pendant cette matinée, et surtout la famille de Montigny. J'ai eu l'honneur d'être votre hôte, et au nom de tous, je me permets. Merci de votre accueil, c'est chaleureux. Pour revenir un peu à ce que Claude disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été très très bien reçus chez vous. Et on en reparle assez souvent de l'accueil qu'on était fait au Luxembourg. Et lorsqu'on avait assisté à la procession, nous avons été émerveillés. Et comme je disais, on va repartir chez vous très vite. Vous êtes toujours les bienvenus. Sachez qu'on ira vous revoir. Et merci encore. Ça compte pour tout le monde d'ailleurs. Oui, oui, non. Merci. Non, moi, ce sera...
Alors après ce repas délicieux et copieux à Azincourt, nous allons digérer tranquillement en vous faisant découvrir ce monument. Donc Doge de Bourg, édifice classé au titre des monuments historiques depuis 1965. Et c'est un édifice qui date du XIVe siècle. C'est actuellement la mairie de la commune depuis 1982. Actuellement et jusqu'en 2014, ce que je vais vous expliquer tout au long de la visite, c'est que il y a un projet de valorisation assez ambitieux sur ce site. Donc avec cette visite, je vais vous présenter l'histoire, l'architecture et également l'avenir du site. Alors je vous disais, c'est la mairie encore actuellement aujourd'hui, jusqu'en début janvier-février 2014. La future mairie sera ici. Vous voyez là, elle est actuellement en travaux. C'est l'ancien presbytère du village. Donc début 2014, la mairie sera transférée ici afin de s'occuper de ce lieu. Donc vous voyez, ce que vous voyez là en face de vous, c'est le château de Bourg. Il n'y a pas d'autre édifice, on va dire castro, c'est ici le château de Bourg. On nous avait dit avant qu'il y avait peut-être d'autres tours, alentours, etc. Selon les dernières recherches historiques et archéologiques, ceci est la résidence seigneuriale du noble de Bourg au XIVe jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Donc, en ce qui concerne l'architecture, vous pouvez remarquer, elle est originale et même unique, puisque c'est une tour à base carrée, flanquée de 6 tourelles cylindriques en encorbellement. Et vous le voyez, plus l'on s'éloigne de l'entrée, plus les tourelles ont un diamètre important. Alors pourquoi? Tout d'abord pour une question de puissance. Ce château est là pour impressionner. Il se hisse au centre du village et des terres du seigneur. Vous le voyez, c'est fait avec du grès d'Artois, qui est un matériau frustre, et ça montre vraiment une massivité et une volonté du seigneur de, comme cela, montrer la puissance locale. Pour la France catholique à la commune. En 1965, il est classé au titre des monuments historiques. Une campagne de restauration a lieu et a permis de restaurer notamment la toiture que vous voyez actuellement. Donc les toits en poivrière, que vous voyez. Donc depuis 1982, c'est la mairie, une salle pédagogique, la billetterie et pourquoi pas une boutique, un peu comme le centre historique d'Azincourt en fait, pour ce bâtiment d'accueil. Donc il serait situé là, selon les préconisations de la DRAC, loin, assez loin du site pour ne pas le dénaturer. Puisque comme vous le voyez, toujours cette même configuration, on voit un peu plus l'espace disponible. Donc c'est vraiment carré, 9 mètres sur 9 mètres, avec des tourelles. Ce que j'appelle également le petit trésor du château, ce sont les latrines, les toilettes qui sont situées dans cette tourelle. Donc c'est un trou, un conduit qui descend directement dans la cave. Ça ne tombe pas dans les douves en eau, ça tombe dans la cave. Condamné par le pape à ériger une abbaye en repentance en fait de la destruction de l'abbaye de Saint-Riquier dans la Somme, donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici, et face à l'émoi provoqué par la destruction de Saint-Riquier et surtout donc le meurtre des moines, le comte de Saint-Paul devra élever cette abbaye de Cercamps. Alors pour le mot Cercamps, deux origines possibles. Certains disent en fait le champ du cerf, c'est-à-dire un espace en fait de clairière au milieu des bois dans lequel s'ébattaient quelques cerfs. D'autres disent en fait une déformation latine de cher-champ, c'est-à-dire la quantité de terre que le comte de Saint-Paul doit donner aux moines pour s'établir, puisqu'il leur donnera 900 hectares pour leur permettre ici de créer cette abbaye. À la Révolution, la veille de la Révolution française, l'abbaye couvrait un domaine d'un peu plus de 2600 hectares. Aujourd'hui, il nous en reste 35, un petit peu beaucoup moins comme ceux de Montigny, mais ce qui pour nous est déjà largement suffisant. N'étant pas agriculteur, on a bien du mal déjà à reprendre ça. Donc, à la Révolution, cette abbaye, bien comme beaucoup d'abbayes, est vendue, les moines chassés et rapidement détruite en majeure partie, rachetée en 1823 par le baron de Fourment, qui est un industriel en fait de la Somme, qui vient créer ici une manufacture
de laine. Et de 1823 jusqu'à 1871, ce sera en fait tout simplement une manufacture, une usine, hein, donc, dans lequel on filera donc ici la laine. 1871, un incendie va se déclencher dans les entrepôts, hein, donc de l'usine, amenant le transfert de l'autre côté de la rue. Ce sont les bâtiments qu'on aperçoit en briques rouges, hein, voilà, les vestiges en fait, qui est aujourd'hui une friche industrielle. Et c'est seulement à partir donc, des années 1880 que les Fourmans viendront habiter ici, faisant du lieu véritablement un château, c'est-à-dire une demeure habitée, hein, par une famille, jusqu'au décès du baron donc en 1898, donc finalement très peu de temps, et surtout le décès de la baronne de Fourmans en 1914 en pleine guerre. Où elle lèguera en fait la totalité du domaine à l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour en faire une maison d'enfance. Donc le domaine sera mis sous séquestre pour des problèmes de succession, que je ne rentrerai pas dans les détails, jusqu'en 1935. 1935, l'assistance publique prend possession des lieux, va à nouveau elle-même y apporter des modifications pour pouvoir y accueillir les enfants. Et ce sera donc d'abord une colonie de vacances, puis une école ménagère agricole destinée à former les bonnes épouses d'agriculteurs, alors à apprendre à s'occuper de la basse-cour, hein, et du mari, et des bêtes. Et puis ce sera surtout malheureusement voué dans les 30 dernières années donc, à une association qui s'appelle La Vie Active, qui accueillait ici des enfants en grande difficulté. Bon, je n'entrerai pas dans les détails des difficultés, mais un public assez dur d'enfants, presque semi-maison de correction, quoi, pour faire un peu simple, qui vont être malheureusement donc, à l'origine de beaucoup de dégradations dans le bâtiment, malgré que l'ensemble du château et de ses dépendances soit classé monument historique depuis 1947. C'est-à-dire qu'en fait, on a une cage d'escalier qui était entièrement cimentée, ce qui fait que les murs ne respirent absolument plus. Hein, donc en fait, il faudra qu'à terme, on dégage, qu'on enlève tout le revêtement béton pour remonter en fait un revêtement à la chaux, pour redonner en fait au mur en fait la possibilité de respirer. En fait, on a une partie des dégradations des murs qui sont dues justement en fait à l'emploi et au suremploi du ciment, qui a bloqué complètement en fait la porosité des joints, la porosité des murs, et les empêche aujourd'hui de respirer. Et en plus ici on est plein nord, hein, donc forcément c'est la partie là. Et ça montre le pouvoir administratif et civil en contrepartie du pouvoir religieux qui est en face avec l'église Notre-Dame. Donc c'est vraiment typique des villes françaises. On peut en voir à Arras, à Béthune, à Dunkerque, voilà, à Lille. Le travail d'inventaire, c'est un travail où on prend des photos, on dessine, on documente les bâtiments. Et après on fait une grande base de données pour pouvoir classer et organiser tout le type de patrimoine. Alors là, une carte du Nord-Pas-de-Calais qui vous permet de voir que... Tu peux montrer le terme et les 7 vallées, David, s'il te plaît? Donc les 7 vallées. Que tout... Les donc tout ça, ça fait le gaz. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de petits points en 2007 dans nos secteurs et qu'avec nous, notre inventaire, tout le pays du Ternois va être plein de petits points, là en fin d'année. Donc on aura rattrapé tout ce retard puisque tout notre territoire aura été étudié. Donc l'inventaire, ça se passe comment? Donc c'est un bureau d'études spécialisé dans la recherche sur le patrimoine qui effectue ce travail pour nous. Ils font le tour des villages, des communes à pied, ils prennent des photos de découverte du territoire mais sous la forme de chasse au trésor. Vous avez des énigmes à résoudre. Vous devez retrouver des chiffres qui vont vous donner des coordonnées GPS qui vont vous amener à un nouveau point. Et sur ce nouveau point, vous allez encore avoir une autre énigme qui va vous donner d'autres chiffres pour pouvoir avancer. Et à la fin, vous allez trouver une petite boîte, je vous la montrerai tout à l'heure, dans laquelle vous avez un petit carnet et dans lequel vous mettez, ben voilà, l'équipe des Luxembourgeois est passée tel jour à telle heure, on s'est bien amusé, et puis vous mettez un petit objet et vous en prenez un autre. Et le but, c'est de remettre cet objet que vous avez pris dans une autre boîte, et ainsi de suite. Et on peut faire voyager, ces petits objets, on peut aussi les faire voyager à travers le territoire et à travers le monde,
Donc voilà, je vous montrerai avec la petite boîte juste après. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est un très bon moyen de faire marcher les enfants. Puisque faire marcher des enfants, leur dire, bon allez, on va aller faire une petite marche de 3 km, ça va te plaire, ça va être dans les bois. Un enfant, ça va pas lui plaire parce que marcher, c'est pas super intéressant pour lui. Tandis que là, eh bien, il est acteur. Il a ce petit GPS. En plus, maintenant, les enfants, tout ce qui est GPS, téléphone portable, ça n'a aucun secret pour eux. Et c'est eux qui vont mener la balade. Et les enfants vont marcher sans s'en rendre compte. Ils vont partir 1 heure, 2 heures sur plusieurs kilomètres sans s'en rendre compte parce qu'ils s'amusent. Et nous, ici, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. On le développe avec les centres de loisirs. Et avec les centres de loisirs, ça marche bien. Parce que ça permet d'occuper les enfants une après-midi entière et de pouvoir les impliquer, les rendre acteurs de leurs activités et pas juste leur faire subir une marche à pied, pas forcément super intéressante pour eux, parce que bon, marcher dans un bois, c'est pas toujours super marrant. Et puis cette année, on a fait une enquête, un petit peu sur le même principe, où on avait fait des scènes de crime sur le territoire. Alors, je vous avoue que la scène qui est en bas à droite, dans le bois, il y a des personnes qui ont vraiment cru que c'était vraiment une vraie scène de crime. Ils ont appelé la police. Parce qu'ils n'ont pas appelé à la police, mais voilà, on les a rattrapés pour leur dire « vous inquiétez pas, la gendarmerie est au courant ». C'était le long d'un chemin dans un bois. Donc les gens sont arrivés et ils ont vu ça, ils ont fait demi-tour, ils sont partis en courant. Donc on les a rattrapés pour leur dire « non, vous inquiétez pas, c'est un jeu ». Mais c'était tellement bien fait que vraiment ils y ont cru. Donc il y avait ici une scène dans un bois, une voiture abandonnée dans laquelle on avait mis des indices et que les gens devaient retrouver sans rentrer dans la voiture, donc ce qui a occasionné un petit peu de gymnastique. Et on se base toujours sur des énigmes, sur des chasses au trésor, avec ou sans GPS ici pour le coup. Et donc ça permet ici de toucher un public local, mais aussi un public très spécialiste dans tous ces jeux. On a des gens qui venaient de Paris, qui venaient de Belgique, pour jouer une journée chez nous sur ce territoire, parce que c'était un gros événement avec plein de choses à voir en une journée. Et puis, voilà, on a ce public local qui, d'année en année, est de plus en plus important et qu'on arrive à fidéliser par la mise en place d'événements comme celui-ci. Alors, les objectifs du projet, bien évidemment, c'est de contribuer au développement touristique du territoire, de faire découvrir au public les richesses patrimoniales du pays, de valoriser à la fois le patrimoine bâti, mais également tout ce qui concerne les paysages, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Et puis également, on veut profiter de ces circuits découvertes pour participer au développement des exploitations agricoles, notamment les exploitations agricoles qui font de l'accueil, par exemple ceux qui vendent des produits en direct ou ceux qui accueillent des groupes. L'idée, c'est d'intégrer ces exploitations agricoles au sein des circuits pour qu'il y ait une retombée économique pour ces exploitants par l'accueil de groupes supplémentaires. L'objectif, c'est également de sensibiliser les habitants, puisque les circuits sont faits pour les touristes, mais sont aussi faits pour les habitants qui peuvent le week-end découvrir leur territoire. Et puis, bien sûr, l'objectif final, c'est d'augmenter la fréquentation touristique, toujours à des fins économiques, puisque les touristes qui viennent sur notre territoire, c'est des gens qui consomment, qui vont au restaurant, qui vont à l'hôtel, qui vont à la boulangerie, qui vont réparer leur voiture, etc. Ça fait marcher l'économie. Donc l'objectif final d'un tel projet, parmi tous les autres, c'est bien sûr de contribuer à l'économie locale. Alors le principe, il est assez simple, c'est de proposer donc un circuit qui est gratuit de découverte du patrimoine et de l'agriculture. Donc chacun est libre de faire le circuit lorsqu'il le souhaite, il n'y a pas de réservation, voilà, il suffit d'avoir le petit guide et puis de se laisser guider. Et toutes les informations sont donc présentées dans un livret. Donc nous, on verra de quelle forme il aura, peut-être qu'il sera un peu différent, mais ça ressemblera à celui que je vous ai fait passer.
Et donc ce livret sera disponible dans tous les offices du tourisme, mais également dans les fermes qui font de l'accueil. Et puis il sera également disponible sur Internet, donc téléchargeable sur les sites Internet des offices du tourisme, et également par les smartphones grâce au QR code. Donc on va essayer de communiquer au plus grand nombre. Et sur la Code Opale, ça a très très bien marché. Ils ont été très vite en rupture de stock des documents, puisqu'ils ont dû en rééditer plus vite que prévu. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît notamment aux familles. Voilà, ils vont à la plage l'été, mais ils aiment bien aussi de temps en temps découvrir l'intérieur des terres et les traditions locales, etc. Vraiment, c'était voilà, vraiment puissant, on a appris pas mal de choses. Utiliser ces informations pour leur part.